Et bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette initiative. Je trouve ça très valeureux d'avoir pris l'initiative de réunir comme ça un mardi soir, quelques jours avant Yom HaShoah, des gens autour d'une thématique qui n'est pas si évidente que ça, avec à la fois des témoignages et puis ce qu'on va essayer de faire avec vous dans quelques instants, un peu de prise de recul dans une démarche pédagogique. Donc vraiment, merci pour l'initiative. Je pense que c'était très bien. C'est vrai que Madame Lipp, on s'est déjà rencontrés, on se connaît un petit peu il y a de nombreuses années, mais au moment où elle présentait le mémorial notamment, je sais qu'elle était venue me voir au Fonds social et je suis heureux de la retrouver ce soir. Nombreuses années après, on s'est croisés depuis, mais euh, c'est vrai que son témoignage, je n'avais jamais entendu, donc là aussi, c'était riche et important. Et je crois que d'emblée, par rapport à la transmission, par rapport à la transmission aux jeunes générations, il faut d'abord répondre à deux questions qui me semblent essentielles. Euh, à quoi correspond la transmission de l'histoire de la Shoah? Parce que c'est quelque chose de tout à fait particulier, il va falloir être un peu plus précis que ça. Et puis, qu'est-ce qu'on veut transmettre? euh, je vais commencer par une distinction qui est devenue classique aujourd'hui, depuis le travail de l'historien Yerushalmi, dans son ouvrage qui s'appelle Zachor, Histoire juive et mémoire juive. Donc, la première distinction qu'il faut établir, c'est la distinction entre histoire et mémoire. Qu'est-ce qu'on entend par ces deux thèmes, en sortant des clichés, bien évidemment, parce que on entend parfois dire ah non non c'est l'histoire qui compte, la mémoire c'est de l'émotion, c'est pas important, etc. Ou l'inverse, d'autres qui vont privilégier la mémoire mais qui oublient l'histoire. Or je pense qu'il y a deux piliers ici qu'il faut manier de manière concomitante. Et puis je crois que dans la tradition juive justement, on insiste bien sur ces deux concepts qui sont à la fois l'histoire et la mémoire. pour, être, pour aller à l'essentiel, parce que je ne voudrais pas qu'on finisse à 6 heures du matin de mon fête maintenant, parce que je peux m'étendre aussi pendant des heures. Donc, je vais essayer d'être concis et il y aura probablement des questions ou peut-être des questions par la suite et on approfondira d'autres concepts. L'histoire, c'est l'ensemble des faits qui sont rapportés sur une période passée, ancienne ou récente. L'histoire, dans sa définition même, c'est la présentation de ces faits, l'analyse, et essayer de trouver des liens entre ces faits, comment certains événements adviennent, comment, pour parler précisément de la période de la Shoah, comment a pu se faire cette montée du nazisme, quand est-ce qu'elle se produit, quelles sont les dates, quels sont les points de repère, quel lien entre Mein Kampf de Hitler et puis la solution finale? Est-ce qu'elle est déjà dedans? Est-ce qu'elle n'est pas dedans? Est-ce qu'elle est décidée plus tard? Quelles sont vraiment les étapes? Parce que ça permet de comprendre, je dirais, d'un point de vue politique, comment on a l'impression de passer de l'opinion d'un individu ou de quelques individus à une conviction partagée par toute une nation et peut-être qu'il faut le dire de manière un plus large, par différents peuples qui vont s'inscrire dans cette idéologie nazie et raciste. Donc comment ça se passe? Ça, on est dans des faits historiques, il nous faut un travail d'historien, il nous faut des détails, il nous faut des informations. Tout cela est indispensable. Simplement, ce travail qui est pourtant indispensable ne peut pas suffire. Parce qu'on le sait, vous êtes tous allés à l'école, vous avez appris des tas de périodes dans l'histoire. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que si je vous interrogeais sur une période, que ce soit au Moyen-Âge ou la peste ou la Révolution française, vous soyez forcément incollable et que ce soit quelque chose qui soit vivant pour vous. Que vous ayez des connaissances, tout le monde saura dire ce qui s'est passé, en tout cas, où ça s'est passé en 1515. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Marignan en 1515? Ça, c'est déjà plus compliqué. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une histoire qui nous parle, sauf si on est passionné d'histoire. Mais pour l'individu moyen, de culture générale assez large, mais pas spécialisé en histoire, il y a des points de repère. Au mieux, ils sont dans l'ordre, mais en même temps, ça ne nous fait pas vivre, ça ne nous fait pas forcément changer, ni prendre des positions politiques à cause de l'histoire
précédente, parce que cette histoire en elle-même, je dirais pour prendre un mot avec des guillemets, n'est pas incarnée. Quand des élèves ou nous-mêmes, on entend, moi je suis né après la Shoah, 6 millions de victimes, 6 millions, ça ne veut rien dire pour nous. Quand on commence, comme avec le mémorial dont a parlé Madame Lipp, à avoir des noms, des visages, des histoires, ça devient une histoire incarnée. 6 millions, c'est un chiffre qu'on n'arrive même pas à mesurer. C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est une multiplicité d'individus et d'individualités. Mais le chiffre en lui-même est un chiffre qui est neutre, même s'il est devenu symbolique pour nous par rapport à la Shoah. Donc l'histoire en elle-même, c'est un ensemble d'informations, de données qu'il nous faut avoir pour pouvoir nous positionner dans le temps et comprendre où est-ce qu'on en est arrivé aujourd'hui, mais en même temps, ce n'est pas suffisant. Nous le savons, nous, dans la tradition juive, il y a derrière cette histoire, avant même d'aller à la mémoire, ce qu'on peut définir comme étant une méta-histoire, c'est-à-dire une histoire métaphysique. Comment Akadosh Baruch Hu lit les événements dans l'histoire du peuple juif depuis la création du monde jusqu'à nos jours, les uns avec les autres? Pourquoi dans un texte célèbre de la Gemara, on peut dire comme ça de but en blanc que lorsque Shlomo Ameler a épousé la fille de Pharaon, alors ça a été le début d'un processus qui va mener à la chute du deuxième temple. C'est quoi cette méta-histoire? Quelles sont ces liaisons qui peuvent se faire avec une lecture qui est une lecture de recherche des connexions spirituelles qu'Akadosh Baruch Hu peut faire à travers les siècles? C'est une autre manière de comprendre. De la même façon, on vient de le voir avec l'histoire de la sortie d'Égypte. Lorsqu'on raconte à Pessah la sortie d'Égypte, on commence à parler de nos ancêtres qui étaient idolâtres. Quel lien entre l'idolâtrie de Terrar, Abraham est monothéiste, pourquoi parler de Terrar? Pourquoi revenir à cette idolâtrie alors que justement on est en train de chercher à sortir d'Égypte? Quel lien de cause à effet il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans la déclaration de Akadosh Baruch Hu à Abraham Avinu qui va lui dire tes ancêtres vont être esclaves et ils sortiront d'un pays dans lequel ils seront étrangers au bout de 400 ans? C'est quoi ces liaisons métahistoriques qu'il y a derrière, qui ne sont pas dans les faits, mais qui doivent être dans une lecture spirituelle des faits? Troisième étape, pour nous, qui est essentielle, c'est celle de la mémoire. La mémoire, c'est en premier lieu une histoire qui est portée par des hommes. C'est-à-dire, comme je le disais tout de suite, une histoire qui est incarnée. C'est des récits. Mais ces récits, ils ne peuvent être valorisés que lorsqu'on est dans une relation de confiance et de transmission. Madame Lipp, je reprends votre exemple. Ce soir, vous nous avez raconté votre histoire. Et bien sûr, elle s'inscrit dans la grande histoire. Mais en même temps, votre histoire a un niveau de crédibilité parce que c'est vous qui la racontez. C'est votre histoire. On ne va pas la remettre en question. On peut aller discuter un point d'histoire. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans la conférence de Wannsee? Est-ce que vraiment c'est là-bas qu'a été décidée la solution finale ou pas? C'est une question d'historien. Ils vont apporter des arguments. Mais de ce que vous racontez, on n'a même pas l'idée d'avoir le moindre doute. Pourquoi? Parce que c'est un récit vécu. C'est ce récit vécu qui doit devenir une mémoire collective et transmissible. Ce que l'on fait avec la sortie d'Égypte est du même ordre au moment de Pessah. Qu'est-ce qu'on nous dit? On doit se considérer chaque année comme si on était nous-mêmes sortis d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que c'est nos grands-parents, nos arrière-grands-parents peut-être, ou peut-être 4 générations avant qui sont sortis d'Égypte. On a un témoignage familial qui nous raccroche à la sortie d'Égypte et qui fait qu'aujourd'hui, on va faire le soir du Seder de Pessah en mémoire de ses ancêtres qui étaient en Égypte et qui sont sortis. D'ailleurs, dans la pensée juive, dans le Kuzari, lorsque le philosophe interroge le rabbin, quand il lui dit « Quel est votre Dieu ?» Il a interrogé avant les chrétiens, avant les philosophes, les musulmans. Et il dit au rabbin
qui est votre Dieu? En qui vous croyez? On aurait pu s'attendre à ce qu'ils disent, ben voilà, on croit dans le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Bereshit. Non, il ne parle pas de cette histoire. Il rapporte le premier verset des Aseret Adibrot, des 10 paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'on avait des témoins là-bas. Au moment de la création du monde, il n'y avait pas de témoins. Adam Arishon, il est créé le 6e jour. Les premiers jours, on n'a pas de témoins. Qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde? Parce qu'on lui fait confiance, parce qu'on a une relation de confiance avec lui, parce qu'il nous a sortis d'Égypte et que c'est un moment vécu et partagé, et que lorsqu'il se présente au Arsinaï, il ne vient pas nous dire j'ai créé le monde, il vient nous dire vous me connaissez, c'est moi qui viens de vous sortir d'Égypte. On a vécu ensemble la sortie d'Égypte, les 10 plaies, ça dure une année entière. On a une histoire partagée. Vous êtes des témoins avec moi de ce qu'on vient de passer. Maintenant que vous me faites confiance, alors je peux vous dire après que c'est aussi moi qui ai créé le ciel et la terre. Mais vous n'aviez pas de témoin, vous pouvez bien savoir. Quand Madame Lipp nous raconte son histoire, elle est témoin vivant. Elle a vécu l'événement. Ce qu'elle nous rapporte, c'est un vécu. Ce n'est pas une histoire qu'on lui a racontée ou une légende, comme on aime à dire dans certains milieux, une légende des Juifs. Non, c'est un vécu. Lorsque ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants recevront cette histoire, pour eux aussi, c'est un vécu. Donc, on a transformé quelque chose qui aurait pu rester une anecdote dans un moment historique en mémoire, en transmission qui peut rester vivante de génération en génération parce qu'on transmet un vécu. On ne transmet pas des données scientifiques de l'histoire qui sont indispensables, mais qui viennent s'ajouter à ce qu'on va transmettre. Donc, transmettre cette mémoire devient un élément constitutif de notre mission de transmetteur. On doit transmettre l'histoire parce qu'on a besoin des repères, mais on doit transmettre aussi ce vécu. Dans ce contenu de vécu, qu'est-ce qu'on a l'habitude de transmettre? On a l'habitude de transmettre 2 choses, et je voudrais en rajouter une 3e. Première chose qu'on transmet, ce qui s'est passé, c'est-à-dire des faits. Le vécu des personnes, de la déportation, des camps de concentration, des camps d'extermination, des chambres à gaz, des tortures, des expériences médicales, ce que les gens ont vécu. C'est-à-dire l'histoire de la tentative de destruction des Juifs d'Europe, comme le disait un historien célèbre. Ça, ce sont les faits. Mais on comprend bien la douleur pour nous qui sommes la génération d'après, et encore plus pour les jeunes que je vois ce soir. On ne comprend bien les faits que si on se rend compte de ce qu'on a perdu. Donc, à côté de ce qui s'est passé vraiment dans la Shoah, les enfants cachés, les enfants déportés, le travail dans les camps, l'extermination, les chambres à gaz, les Sonderkommando, etc. Vous connaissez tous ces éléments-là, probablement même mieux que moi. Au-delà de ces faits, il faut aussi nous expliquer, et on sait ce qu'on essaye de faire avec les jeunes dans la transmission aujourd'hui, quel était le monde d'avant. Quand on parle du judaïsme de Pologne, c'est quoi le judaïsme de Pologne pour aujourd'hui un jeune juif qui a le sentiment que les seuls juifs qui sont aujourd'hui en Pologne, c'est peut-être des Israéliens qui sont revenus parce qu'ils ont tendance à revenir en Allemagne, en Pologne, en Ukraine et un peu partout. C'est quoi cette histoire d'un judaïsme d'Europe de l'Est pour faire large, de la France jusqu'à la Russie, qui sont toute cette zone-là, sans oublier évidemment les Balkans ou sans oublier les Juifs séfarades qui ont été déportés de Salonique et autres. C'est quoi ce monde d'hier? À quoi il ressemblait? On ne peut pas mesurer ce qu'on perd et ce qu'on a perdu et le drame de ce que sont devenus ces gens-là si on ne sait pas ce qu'ils étaient avant. Vous savez, à un moment donné, il y avait une grande difficulté au niveau de la transmission du témoignage dans les écoles juives. Les écoles juives aujourd'hui, globalement, ce sont des écoles plutôt
engagés religieusement, on va dire, pour avoir une formule un peu large qui, qui n'est pas trop précise. Et la difficulté, c'est que beaucoup de déportés, c'est pas qu'ils n'étaient pas, qu'ils étaient devenus non-croyants après. Chacun a vécu la souffrance et le drame comme il a pu. Personne ne peut jeter la pierre à qui que ce soit. Mais certains des déportés étaient devenus militants anti-religieux. Donc faire venir un ancien déporté, militant anti-religieux, dans une école où on essaye de faire comprendre que l'attachement à la Torah, c'est important, c'est un peu compliqué. Quelques-uns circulaient. Alors on a changé, bien sûr, on a pris l'initiative à cette époque-là, au début des années 2000 avec les élèves. On a fait venir les élèves à l'espace Rachi à l'époque pour rencontrer les déportés sur des thématiques, non pas simplement sur un récit global, mais sur des thématiques. Mais c'est vrai que, comment imaginer que Elie Wiesel, qu'on a bien connu, était au Cheder en Pologne, d'un milieu chassidique. On ne peut pas imaginer, on le voit aujourd'hui. C'était quoi sa vie d'avant, c'est quoi sa vie d'aujourd'hui? Il est toujours essentiel de montrer les deux, que ce soit dans un milieu religieux ou dans un milieu non religieux. Ça, peu importe, j'ai pris cet exemple parce qu'il est le plus marquant, mais ça peut être l'inverse aussi. On a aussi des gens qui sont devenus religieux, on a d'autres qui le sont restés. Chacun avec son histoire de vie et chacun avec la gestion du drame et de la souffrance. On fait comme on peut. Mais il y a un troisième élément qu'on oublie souvent. Madame Lipp l'a un peu abordé tout à l'heure. Et Monsieur Natanson aussi d'une certaine façon. Ce sont les justes. C'est-à-dire, pas simplement les justes des nations. Mais je voudrais aller un petit peu plus loin. C'est dur à dire tel que je vais le dire, mais j'essaye de le dire le plus explicitement possible. Pendant la Shoah, il s'est aussi passé des belles choses, humainement parlant. C'est-à-dire qu'entre les hommes qu'on cherchait à déshumaniser, il y a parfois eu des attitudes, des postures, des actions de solidarité, de dévouement de l'un par l'autre, de partager un pain qui suffisait qui était nécessaire à un et qu'on a décidé de partager à deux. Ces petites étincelles d'humanité qui étaient aussi une manière de lutter contre la déshumanisation qui était l'un des objectifs des nazis. Ce sont aussi des actions qui sont extrêmement importantes. Il nous faut tout prendre dans une épreuve. Le drame, bien sûr, mais aussi lorsqu'il y a eu des choses qui ont pu se faire, plus évidemment dans des camps de concentration que dans des camps d'extermination où les gens n'étaient bien souvent que de passage, ils arrivaient et directement ils entraient dans la chambre à gaz et il n'y avait pas de temps pour vivre. Mais parfois, des moments de solidarité dans des wagons, des moments de partage de pain, des moments d'humanité, d'un regard de l'un vis-à-vis de l'autre, homme en tant qu'homme, et pas simplement considérer que les autres étaient devenus transparents parce qu'ils n'avaient plus leur nom et qu'ils n'étaient devenus que des numéros. Ce sont aussi toutes ces attitudes-là qui sont extrêmement importantes de manière à ce que lorsqu'on analyse un événement, on puisse tout prendre. Prendre le dur, le dramatique, mais savoir aussi, comme on l'a souvent dit, mais il faut le redire, les Juifs n'ont pas été conduits comme des moutons à l'abattoir. Il y a eu des actions de résistance physique, des fours crématoires qui ont été détériorés par des déportés. Il y a eu de la résistance spirituelle. Il y a eu de la résistance d'humanité simplement, en se considérant parfois les uns les autres comme étant encore vivants ou en se cédant à marcher au moment de la marche pour la mort alors qu'on savait qu'en aidant quelqu'un d'autre, on risquait d'y rester soi-même. Tous ces actes, tous ces éléments sont aussi importants et ils font partie de notre récit et ils doivent être restitués lorsque c'est possible, lorsqu'on les détient, parce que ça fait l'ensemble de la globalité. Méfions-nous des choses qui seraient d'une teinte complètement uniforme
Parce que dans la transmission, ce sont les choses qui durent le moins longtemps. Les choses complexes se transmettent beaucoup plus et mieux parce qu'il y a quelque chose qui les agrippe, dans lesquels on peut les agripper en permanence plutôt que les choses uniformes. À partir de tout ça, comment on transmet et qu'est-ce qu'on transmet aux enfants? Tout d'abord, évidemment, il faut faire un distinguo essentiel entre les tranches d'âge. On ne peut pas transmettre à un enfant du primaire comme on va transmettre à un lycéen. Ce qu'on a pris l'habitude aujourd'hui dans les écoles juives comme dans les écoles publiques, c'est des tranches d'histoire qui sont réparties du CM2 jusqu'en première terminale. Avec des moments dans les programmes d'histoire autour de 4e, 3e, selon les... Alors, certaines classes de 4e travaillent sur le concours de la résistance et du coup touchent un peu à la Shoah, d'autres ça va être dans le programme de 3e, d'autres ça va être dans le programme de première. Peu importe, les éléments historiques, grosso modo, sont là. Ils sont connus comme un Français moyen connaît son histoire, c'est-à-dire relativement mal. Mais ils sont transmis, les repères sont là, on peut les retrouver, on sait où les retrouver, lorsqu'on les veut, on les trouve. Mais ça, c'est la partie simplement scientifique, historique, elle est essentielle, le travail des historiens et des chercheurs est essentiel parce que sans ça, on ne saurait pas vraiment, et on le sait bien, quand on voit aujourd'hui dans les tribunaux, chaque fois qu'il y a eu des crimes, il est des crimes contre l'humanité qui ont pu être jugés, il est toujours extrêmement important d'avoir les détails, de savoir exactement ce qui s'est passé, quelles étaient les intentions, comment les hommes se sont positionnés, parce que ça nous permet de comprendre les ressorts de cette machinerie infernale. Mais en même temps, pour des enfants, il faut faire attention. Ça ne sert à rien de vouloir les choquer, vouloir les traumatiser. Au pire, ils se détourneraient de cette histoire parce qu'elle est trop dure à vivre. Pour les enfants, il y a des récits, il y a de la littérature pour enfants aujourd'hui de qualité. Je pense aux ouvrages de Yael Hassan, par exemple, qui sont faits et qui abordent les choses par petites douches, par petites comme un peintre qui va mettre une situation en avant et sans trop s'apesantir, mais en même temps, les idées sont là, elles s'installent, elles avancent. Il y a aussi des récits d'anciens déportés qui sont accessibles pour des enfants. Mais il est important pour les enfants de parler d'enfants, parce que c'est ce qui leur permet, non pas de s'identifier, mais simplement de comprendre, d'accrocher le texte et de pouvoir se l'imaginer. Vous le savez, quand vous lisez un roman, c'est quand on commence à imaginer ce que va être la scène d'après qu'on est vraiment pris dans le roman et qu'on se pose des questions et que le roman va nous marquer. Sinon, c'est un continuum dans lequel on peut passer et puis refermer le livre et puis se dire mais qu'est-ce qu'il nous a raconté ce livre? Donc avec les enfants, c'est vraiment à travers des récits d'enfants, d'enfants cachés, d'enfants déportés parfois, mais sans aller dans le traumatisme, sans aller dans la description de ce qui se passe vraiment dans les camps de concentration. Ça ne servirait à rien qu'à les dégoûter, qu'à les éloigner. Au collège, on est déjà plus dans une maturité, surtout à la fin du collège, qui commence à se construire. Et c'est vrai que je vous recommande, si vous ne l'avez pas encore vu, le film qui s'intitule Les Héritiers. Il y a un film qui est sorti en 2015 qui parle d'une classe, ce n'est pas des juifs, c'est des enfants de toute origine dans une classe, dans un collège en France, et qui va travailler justement sur le concours de la résistance et qui va progressivement faire des liens, parce que c'est ça qui est fondamental. Il faut que les adolescents en collège puissent faire des liens avec des lieux qu'ils connaissent. Alors, c'est plus facile de les faire travailler sur ce qui s'est passé dans leur rue, dans leur immeuble, dans leur quartier, ou avec des enfants du même âge, ou dans leur village, parce que du coup, ça prend une réalité qui va les concerner, parce que ça leur permet de faire des liens qui ne sont pas scientifiques, qui sont émotionnels, entre ce qu'eux peuvent vivre et ce qu'ils peuvent projeter dans le vécu d'un adolescent ou d'un enfant de leur âge. Et du coup, ça permet de rentrer dans une histoire. Mais là aussi, la rencontre avec les anciens déportés. Ou si ce n'est pas possible, le visionnage de films d'un ancien déporté sont des éléments essentiels. Parce qu'au-delà de l'histoire historique, on va transmettre un vécu. C'est bien de voir avec des images. Si on n'en est pas, ça peut se lire. Je pense au texte de Ida Greenspan, ou des textes comme ceux-là qui s'intitulent celui-là « J'ai pas pleuré ».
mais qui permettent à des adolescents de se transposer, parce que là aussi, c'est le récit d'une adolescente. À partir du moment où on arrive au lycée, alors, bien sûr, on a d'autres types de démarches. Parce que ce qui manque jusqu'au collège, finalement, ce sont les lieux. Parce que tout ça reste abstrait. Il y a des lieux en France. Vous parliez tout à l'heure de différents camps en France, Beaune-la-Rolande, je pense à la Maison d'Isieux, je pense au Struthof, qui, même si ils ne sont pas complètement adaptés, ou peut-être il n'y a pas eu de juifs qui ont été exterminés au Struthof, et encore, il y a un débat entre les historiens, mais peu importe, ce sont des lieux de mémoire. Bien sûr, il y a les lieux de mémoire en Pologne, les voyages, parfois un peu trop éclairs, on part le matin, on revient le soir, on a fait une journée à Auschwitz, on ne sait plus où on est, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus ce qu'on a vu ou ce qu'on n'a pas vu. Et on a vu surtout que la catastrophe. Des démarches comme la marche des vivants permet d'aller voir des villes, des lieux qui ont pu être des lieux de vie, Varsovie, Cracovie, Lublin, avec des lieux aussi de spiritualité, mais aussi, bien sûr, des lieux comme Auschwitz, Auschwitz I, Auschwitz II, ou Majdanek, etc. Des lieux qui vont être porteurs, parce que ça permet, surtout lorsqu'on est accompagné avec un ancien déporté, ça permet de cristalliser des choses. Là aussi, il ne faut pas chercher le traumatisme. Un voyage, ça se prépare. Rien de pire qu'un enfant qui ne veut plus en entendre parler lorsqu'il revient d'un voyage en Pologne. Parce que du coup, il va rentrer dans une phase mutique que certains rescapés de la Shoah ont connue, où ils avaient l'impression qu'ils ne pouvaient parler à personne parce que personne n'allait les comprendre, parce que ce qu'ils racontaient était tellement inimaginable, tellement inconcevable pour ceux qui ne l'avaient pas connu, que c'était extrêmement difficile de parler et qu'ils avaient parfois l'impression de déranger. Donc ne les mettons pas dans une attitude qui va se reproduire de manière inutile. Préparons-les. Si quelqu'un est trop fragile psychologiquement, ça ne sert à rien d'y aller. Il ne s'agit pas d'être traumatisé à vie. Il s'agit de se sentir engagé dans une histoire qui va nous parler, parce qu'on a vu des lieux, parce qu'on a vu des espaces, parce qu'on a lu des livres, qu'on a rencontré des personnes et qu'on a constitué une mémoire qui va devenir une mémoire pour nous. Même si on est né après la Shoah, même si nos enfants sont encore jeunes, qui va être une mémoire qui reste ancrée dans la mémoire du peuple juif, parce qu'il ne faut pas croire que les autres nations vont se construire une mémoire comme la nôtre. Si eux, ils ont l'histoire, ce sera déjà bien. Et s'ils arrivent à ne pas l'oublier, ce sera déjà extraordinaire. Mais la mémoire, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Parce que ça fait partie de notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus être juif sans à un moment donné avoir fait référence à la Shoah. Et sans craindre également de se poser les questions spirituelles. Il ne faut pas avoir peur des questions. Il faut avoir peur des mauvaises réponses. Celles qui sont faites à l'emporte-pièce, qui nous font entendre tais-toi, de toute façon, tu ne vas rien comprendre. C'est comme ça, le juif en galoute, il baisse la tête et puis il attend que ça passe. Aberration. En même temps que toutes les explications culpabilisantes sont inadmissibles, sont inaudibles, sont odieuses. Mais en même temps, il y a des questions qu'il faut se poser. Je ne vais pas les aborder ce soir. Ça pourrait être l'occasion d'un autre échange parce que ça demande beaucoup plus de temps. Mais il ne faut pas avoir peur des questions. Mais il faut travailler avec les jeunes, c'est ce qu'on essaye de faire, sur la bonne formulation de la question. La question ne doit pas être une carte de visite pour dire « Ah ben non, il y a eu la Shoah, donc je ne peux pas pratiquer Shabbat, je ne peux pas faire, il y a eu la Shoah, donc Dieu, il n'était pas là, donc moi, je ne vais pas m'occuper du bon Dieu maintenant en faisant Shabbat, etc. » Il y a toute une formulation à travailler avec les jeunes. Il faut poser les questions. Tous les enseignants ne sont pas à l'aise. Certains ne voudront pas le faire parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Et ce n'est pas grave. Et à la limite, il vaut mieux ne pas le faire que de mal le faire. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a des supports, il y a des ouvrages, il y a des articles qui sont faits sur ces questions-là et qu'il faut aborder et sur lesquels il faut réfléchir. Je pense à la pensée d'André Neher, par exemple, avec son ouvrage sur… ah bah alors là, si j'ai un trou maintenant, j'ai publié un ouvrage sur ce thème
et j'ai oublié l'ouvrage d'André Deher. Bon, écoutez, ça va me revenir, mais c'est impardonnable. Bon, mais voilà, il y a des supports qu'il faut travailler, qu'il ne faut pas laisser des jeunes non plus seuls face à ce questionnement. C'est un questionnement de tout le monde, d'adultes, de plus âgés, de plus jeunes, mais c'est un questionnement qui doit être partagé pour construire son identité. On ne peut pas faire abstraction de la Shoah pour construire son identité juive d'aujourd'hui. J'ajouterai quand même, notre identité juive ne peut pas dépendre non plus que de la Shoah. Ne soyons pas dans la démarche de Sartre, qui est de dire, ah ben parce que les autres nous considèrent comme des juifs, alors on va se sentir juif. Non, il y a un patrimoine, il y a des textes, il y a une tradition, il y a une richesse, il y a un foisonnement de réflexion, de réflexion spirituelle, de réflexion sur l'histoire, etc., qu'on ne va pas développer aujourd'hui. Mais il y a plein de choses. Il y a aussi un événement incomparable, unique, dans l'histoire du peuple juif qui s'appelle la Shoah, dont on ne peut pas faire abstraction, même si on ne peut pas tout focaliser sur lui. Mais il y a là des éléments de... Merci pour la... Voilà, absolument. L'exil de la parole. Merci, monsieur le rabbin. Il y a des éléments qui sont essentiels à notre constitution aujourd'hui, et ce n'est pas lié au sionisme, ce n'est pas lié... ça, ce sont les fausses connexions dont il faut sortir. L'État d'Israël n'est pas lié à la Shoah. La Shoah n'est pas une préparation de l'État d'Israël. Ce sont des événements qu'il faut positionner autrement dans le temps. Mais on commence ce travail avec des élèves. Moi, je l'ai fait en étant prof. J'ai été prof de Kodesh pendant plus d'une dizaine d'années avant de m'occuper de formation et des écoles juives en France. Mais c'est un travail qu'on fait avec des élèves, qu'il faut continuer, qu'il faut approfondir, qu'on n'arrête pas. C'est pas parce qu'on a, on a abordé ces questions-là en terminale que c'est fini pour la vie. Et je suis content, je le redis encore une fois, de voir ce soir dans cette assemblée des visages d'âges différents, des jeunes, des moins jeunes, parce que ça montre bien que c'est une préoccupation qui est partagée par toutes les générations, parce qu'on ne peut plus en faire l'abstraction aujourd'hui. Il faut transmettre de manière positive, c'est-à-dire transmettre une histoire qui doit servir à quelque chose pour nous permettre de nous construire. Je m'arrêterai là pour ce soir. Je pense que j'ai déjà été trop long, mais m'en veuillez pas. Le sujet est passionnant et c'est difficile de s'arrêter avant. Merci. Merci à vous, monsieur Petit-Ohaillon. C'était